Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul, j'ai invité chez moi l'endimanché du ciné. Comment on va? Enfin! Oui, ça va, je suis un petit peu rouillé, mais je reviens pour une critique. Ouais! Oui, alors la dernière fois que tu étais venu chez moi parler d'un film comme ça, c'était pour Venom. Oh là là, oh là là. Donc on va parler d'un autre film de super-héros, parce que Venom c'était pas vraiment un super-héros, mais là oui, Oh bah, puisque si, c'est- Oui. enfin j'ai découvert vachement sur le tard quand même un Non, certain... c'est pas une vache, c'est une araignée. Oui, entre autres, parce qu'il y a d'autres animaux. J'ai donc enfin vu The Amazing Spider-Man, sorti en 2012, le très controversé métrage de Mark Webb, parce que clairement par rapport aux deux premiers au moins de Sam Raimi, il a été assez dézingué par C'est les ça. fans ou autres Un d'ailleurs. peu plus apprécié que Spider-Man 3, je pense. Mais bon, Voilà, oui, voilà. on y reviendra, D'accord. Et au casting, alors évidemment, il n'y a plus Tobey Maguire, hein. C'est un reboot ou un autre univers de Spider-Man, on ne sait pas trop. Et ici, c'est Andrew Garfield qui joue donc Peter Parker qui est censé avoir 16-17 ans. Et alors qu'Andrew Garfield en avait largement la vingtaine, mais ça c'est un détail. Il avait 40 ans. Oh, peut-être pas quand même, mais attention. À ses côtés, Emma Stone, voilà, l'actrice préférée de Catman, entre autres, hein, si vous suivez Moi, ses je l'aime vidéos. beaucoup aussi. Il y a un docteur qui est interprété par l'acteur gallois Rhys Evans, voilà, qu'on a vu dans des Harry Potter notamment. Denis Leary qui joue un père de famille policier. Ouais. Irfan Khan, le regretté, qui est décédé l'année dernière, qui avait joué dans Jurassic World, mais ici qui joue un docteur, le docteur Rata. C'est un beau rôle pour changer. Voilà, et puis citons quand même l'oncle et la tante de Peter Parker, interprétés respectivement par Martin Sheen, acteur très connu, et Sally Field, voilà, actrice qui a joué dans Forrest Gump, Mrs. Doubtfire, voilà, que des films que tu n'as pas vu. Car je Donc- suis un nignard. Mais non, mais vous voyez, il n'est jamais trop tard pour découvrir des films. Ah non, je suis encore jeune. Et donc, J'y bon, crois. pour faire simple, on va suivre donc un adolescent qui va au lycée, qui s'appelle Peter Parker, tiens donc. Mais quelle mouche l'a piqué? Bah, pas encore. Ah non. Oui, à un moment, alors qu'il est, on va dire, en mode pseudo-cool, solitaire, on sait pas trop, il est avec son skate. Raoul, Ouais, il est à l'aise, tranquille. Alex Blaise. Et puis il est amoureux d'une fille qui s'appelle Gwen, qui est jouée par Emma Stone. Mais sinon, bah, il vit avec son oncle et sa tante. On voit au début du film qu'il avait des parents qu'il n'a plus vus depuis X années. Et à un Ils sont moment... partis quelque part. Ouais, on ne sait pas, voilà. Et à un moment, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va être passionné de science. Et Bah oui, c'est ça. raccourci, on va dire, comme ça. Et il va aller dans un laboratoire en se faisant passer pour un Rodrigo, je sais pas quoi, là. Tu rentres dans le détail. Oui, mais bon, Oui, bon. et pour un stagiaire, grosso modo. Voilà. Et alors, hasard d'ailleurs, là-bas, il y a Gwen, son crush. Et il va aller voir le laboratoire, et là-bas, il va tomber sur des araignées, et une araignée va le piquer. Le laboratoire d'un certain Dr. Connors, qui fait des, on va dire, des expériences pour faire du transgène... En gros, il veut... Du transgénique. Ouais, transgénique, c'est ça. Il veut mélanger les gènes d'animaux et des humains pour les faire soigner. Par exemple, il a plus de bras, donc pourquoi pas, en utilisant notamment des gènes de lézard, enfin de l'ADN, même ARN messager. Tiens, comme le vaccin Covid. C'est de l'AstraZeneca. Non, mais c'est ça. À un moment, il fabrique du vaccin, etc. Et attention, faut pas faire de tests humains trop vite. Ah oui. Non, mais bon, bref. C'est assez marrant de voir ça avec l'allégorie du Covid et de son vaccin de nos jours. Bref, évidemment, Peter Parker va devenir Spider-Man, etc. Spoiler. Avec, oui, voilà, gros spoiler, avec des doutes, se faire vengeance soi-même, parce que il va arriver à quelque chose avec quelqu'un de sa famille. Bon, si vous avez vu les premiers Spider-Man, vous savez à peu près. Voilà. Et peut-être aussi sauver des innocents ou pas, la police pas d'accord, et puis il faut arrêter le méchant, etc. Ah oui, etc. c'est toujours des méchants quand même. Ah oui, un méchant avec la folie des grandeurs, oui, sauver l'humanité certes, mais si on peut faire mieux encore, hein. Oui, pour le pouvoir et de l'argent. C'est un peu... Ouais, pas l'argent, mais pas surtout l'argent, le pouvoir. c'est pas Quoique faux. il y a un certain Norman Osborn apparemment qui aurait besoin Oui, d'un de- petit coup de mou, d'un petit coup de boost parce qu'il va pas bien. Oui, il a un coup de mou. Il a pas besoin d'un coup de mou, je crois. Là. Bref, alors, Pauvre. je sais que toi t'aimes bien ce film, mais dis-nous à quel point, parce que tu as voulu le faire découvrir, c'est surtout bien sûr avant la sortie du prochain Spider-Man No Way Home, je crois qu'il sort si tout va bien en décembre. Moi, je l'aurais bien appelé Spider-Man Autumn Home, je maintiens, mais c'est pas grave. Oui, Bon, voilà. en tout cas, ce Amazing Spider-Man 1, moi je l'aime beaucoup. Je pense également, mais ça, bon, petite connexion peut-être ensemble parce que tu en as parlé quand on l'a vu justement. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas vraiment un film de super-héros. Enfin, bon, il y a quelques scènes évidemment iconiques. C'est Mark Webb, on va Voilà, y revenir. tu présentes ton personnage à un moment, tu présentes ton super-héros. Il a un adversaire à affronter. C'est pas spécialement, franchement, la partie du film qui m'attire le plus. Hein, le méchant, le plan du méchant qui est quand même
bon, assez unilatéral, hein, concrètement. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est les personnages, donc vraiment, on va dire les humains. C'est comme ça. Leurs interactions, leurs échanges, les acteurs, vraiment, selon moi, sont excellents. Et cette capacité donc à proposer un reboot ou un remake, du coup, bon, comme on veut, mais en tout cas à réinventer l'histoire. C'est-à-dire que bon, factuellement, oui, à peu près, à peu de choses près, vous connaissez Spider-Man, vous connaissez le comics, vous avez vu le Spider-Man de Sam Raimi, on vous rebalance un peu la même salade, tu vois, dans l'idée, pour en arriver à Spider-Man, c'est un peu le même parcours. Sauf que dès le départ, en effet, oui, tu parles des parents, bah, tu sens quand même que Mark Webb et que derrière les scénaristes, ils ont des idées, quoi. Ils ont des idées qui reprennent peut-être des comics plus récents, mais en tout cas, franchement, moi ça me plaît. Parce que, je vais pas dire qu'il y a un film, tu vois, un peu clicheton du genre super-héroïque, mais Spider-Man, enfin Peter Parker déjà ne devient pas tout de suite Spider-Man. Et ça prend son temps, c'est bien. Oui. Là où j'ai du mal, il y a des films où je ne comprends pas pourquoi le personnage normal, on va dire, ou à peu près normal, devient tout d'un coup un super-héros, et puis ça y est, on part tambour battant, mais c'est trop tôt. Je ne comprends pas pourquoi certains personnages, des fois, tombent amoureux, ça y est, exemple dans Man of Steel, c'est-à-dire, vous avez Loïs qui tombe amoureuse de Superman, mais en 3 secondes, comme ça, elle le rencontre, ça y est, c'est fait, et on est sauvé. Je ne supporte pas les films qui se précipitent dans le genre super-héroïque, vas-y, tambour battant, je me jette dans le tas, alors qu'on est là pour une origin story, que je trouve du coup bien construite. J'avoue que oui, je préfère du coup la première partie du film. Pas vraiment de ventre mou, mais je dirais qu'à un moment donné, et j'ai vu les scènes coupées, il y a vraiment des passages où le film sait pas trop quoi faire de son méchant, mais ça c'est quand même assez fou, c'est-à-dire que ça se sent. Il y a un personnage d'ailleurs qui disparaît de la circulation, bon, t'étais surpris, bon, quand tu vois les scènes coupées, bah, tu comprends qu'ils voulaient l'intégrer après, mais qu'ils n'y arrivaient pas. Donc bon, ils allaient perdre des droits s'ils se précipitaient pas pour le film, donc oui, il y a un peu de précipitation, mais cela dit, moi je trouve le film réussi, et je suis content de te l'avoir fait découvrir. Oui, et alors... Toi, tu vas le descendre, ouais. Alors, attends, mais tu n'en sais encore rien. Je sais pas. Ça va pas tarder, hein. Tu vas le savoir. Non, ça va arriver dans 5 secondes. Mais par contre, moi j'ai envie de poser le truc comme ça, là, d'emblée. J'ai l'impression que ce The Amazing Spider-Man pose les limites du reboot. C'est-à-dire, tu prends un jeune, voilà, qui va découvrir Spider-Man au cinéma avec ce film-là, pas grand-chose à dire en soi. On peut toujours dire sur le rythme et tout, on va en parler après. Mais voilà, Origin Story, Spider-Man, incroyable. Maintenant, quand tu découvres ce métrage, alors moi en plus j'ai vu les Spider-Man du MCU entre temps, bon, après, voilà. Mais après avoir vu la trilogie de Sam Raimi, donc notamment le premier, bah, les 45 premières minutes, première heure du film, oui, alors j'ai l'impression d'avoir une sensation de déjà-vu. Ok. Donc, bon, voilà. Dans ma tête, je vais en dire, on abrège, voilà. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Et après, vient l'autre léger souci du film, c'est l'effet Mark Webb, qui a voulu donc tisser sa toile, hein. Mark Webb, Spider-Man, toile, c'est drôle. Ouais, bon, non, mais il faut savoir que ce monsieur, son premier long métrage, c'était un certain 500 jours ensemble, qui était une histoire d'amour, une comédie romantique sans être vraiment une histoire d'amour, d'ailleurs, un peu plus compliquée, avec des gens qui se cherchent, qui n'arrivent pas à se trouver, machin. Et ben c'est ce qui se passe dans le film, avec les personnages d'Andrew Garfield et de Emma Stone, qui sont en mode, bah, en gros c'est une rom-com d'adolescents pendant les 2 tiers du film. Oh oui, là, et le souci, c'est que ça minaude et ça cabotine entre les deux sur ces moments-là. Alors, Andrew Garfield, il a son style de jeu, après tout, il essaye de faire l'ado un peu perdu et tout. Il y a des moments, c'est quand même bizarre, voilà. Mais bon, c'est un ressenti personnel. Emma Stone, rien à dire, hein. Elle est très bien, voilà, elle est assez stoïque, on sent que c'est... Stonique. Allez, c'est ça, stonique, femme un peu forte et tout, qui a des connaissances. Oui. Et ça change de... Ouais, ça change un peu de Marie-Jane quand même. Mais la gourdasse. Emma Stone d'ailleurs qui a fait. Oh non, oui, non, mais dans l'écriture, oui, dans le 3, voilà. pas dans le 2. Mais voilà, bon, évidemment, Emma Stone a fait péter le budget coiffure et perruque aussi parce qu'elle a une coupe de cheveux. C'est marrant, moi j'ai vu le film plusieurs fois, ça m'a jamais percuté. Non, ça m'a jamais fait. Je chipote, c'est juste que la coiffeuse ou le maquilleur ou je sais pas quoi. Il s'amuse quoi. Voilà, mais bon. Comme dans Cruella. Oui, voilà, c'est Cruella avant l'heure. Non, mais sérieusement. Voilà, il y a des moments où tu as des scènes, mais abrégé. Oui, je veux bien qu'il y ait la construction humaine, tu l'as dit, de leur amour naissant. Mais oui, ça fait trop comédie d'ado, et là, dans un film comme ça, je trouve que c'est... Ouais, après, voilà, Peter Parker est un ado, tout ça, mais
Bon, voilà. Oui, mais comme ça, il est différent de celui qu'on a connu avec Sam Raimi, quand même. Il a l'air plus cool, mais plus fragile à la fois, c'est bizarre, en fait. Je sais pas sur quel pied danser. Ouais, voilà. Puis, bon, après, il y a toutes ces histoires avec son antagoniste au lycée, Flash, voilà, qui est joué d'ailleurs, on l'a pas dit, par un acteur qui s'appelle Chris Zianka, que j'avais bien apprécié dans The Leftovers, une série que je vous recommande. Fait 3 saisons, qui est pas trop longue. Voilà, petite parenthèse. Mais donc voilà, il se passe des trucs, mais ça vivote et tout. Puis après, oui, le contexte super-héros. Il faut attendre la moitié du film pour que ce soit un film de super-héros. Mais c'est pas un problème, ça. Ça explose bien. Et puis t'as le méchant qui a cet antagonisme très traditionnel. En fait, c'est le bouffon vert version. On a une sorte de gars un peu psychopathe du dimanche. Mais il a un problème, le méchant, c'est qu'il a une personnalité un peu changeante. C'est un peu mon souci. C'est parce que c'est à cause de ce qui s'injecte, peut-être. Peut-être, oui, mais bon, malgré tout, oui. Moi, c'est cette partie-là que j'aime pas trop, enfin, que j'aime bien, mais moins, on va dire, où je trouve, oui, que là, on arrive vraiment dans un certain carcan super-héroïque un peu lisse, quoi. Il y a des discours qui tiennent, voilà, à un moment, le personnage réagit un peu comme nous, spectateurs. Il s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que c'est le docteur Frankenstein qui devient sa propre créature de Frankenstein. Mais bon, ça, on l'a un petit peu vu avant, avec Octopus, par exemple, aussi. Ah oui. Mais, pas tant mais, voilà, il y a des moments où ça a un petit peu ses limites. Il y a quand même ce discours, oui, alors il faut équilibrer, voilà, ceux qui ont des problèmes physiques et tout, on va les soigner, tout va bien, et puis à un moment, mais en fait, on peut aller plus loin, créer des surhommes, puis l'humanité, c'est la bip, donc on va faire de la autre chose que l'humanité, tu vois, oui, mais après, mais tu comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est quand même pas la grosse partie du film, ça. Oui, mais bon, à un moment, ça va crescendo dans ses enjeux. Il est un peu fou, et puis voilà, après, à partir de là, moi, je veux dire, je vais faire un peu les yeux. Limite, j'ai préféré l'antagonisme, qui n'en est pas un, mais qui en est un, du capitaine de police, qui est le père de Gwen. La police qui veut pas qu'il y ait un justicier qui se fasse vengeance et tout. D'ailleurs, truc très intéressant, sans spoiler, mais oui, quand Peter Parker, Spider-Man, va vouloir se venger d'un truc, il va saboter une opération de police qui est mise en place avec filature et tout. C'est une super idée, ça, parce que c'est vrai que tu t'attends à ce que le gars remplisse de bonnes actions incroyables. Stratégie, il suffit de rentrer dedans dans le tas et t'es content. Ça suffit pas. Voilà. Et bien sûr que non, la force brute et balancer des blagues en se battant ne peut pas, parce que pas suffire. Si tu veux arrêter le caïd derrière quelque part. Non, mais c'est peut-être ça en plus. Oui, bah sûr. Tu veux remonter, voilà. Mais bon, ça, voilà, et Denis Leary qui est très bien, c'est un acteur c'est amusant parce qu'il joue le gars un peu conformiste, conservateur, policier et tout, alors que en vrai c'est un mec qui a fait des chansons un peu drôles, parodiques, qui casse bien l'Amérique, donc c'est très amusant de le voir dans ce rôle-là. Et voilà. Et puis puis alors, avant de passer à les autres spoilers quand même, la relation entre Peter et son oncle, ça passe, mais je la trouve plus moraliste et insistante quand même, et moins bien gérée que celle de Sam Raimi. Je trouve qu'elle passe très bien parce que, dans celle de Sam Raimi, oui, c'est moins moralisateur, en effet, c'est moins donneur de leçons. Mais là, on a quand même un Peter Parker, qui est quand même plus... casse-cou rebelle. Oui, casse-cou, un peu lourdingue quand même. On dit casse-cou, pas autre chose. Oui, non, mais précision. Oui, j'aime beaucoup le personnage, attention. Mais je le trouve vraiment... je vais pas dire plus vrai, parce que franchement, je trouve le Peter Parker de Sam Raimi excellent. Dans le 1 et dans le 2, pas dans le 3. Non, mais le 3, voilà. Mais là, disons, pour moi, on a un Peter Parker différent, un peu modernisé, j'ai envie de dire. J'aime plus version comics récente. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, pour avoir lu entre les The Amazing Spider-Man qui sont plutôt repris dans l'esprit, tu vois, par Sam Raimi et les Ultimates là, qui ont une vingtaine d'années, c'est là qu'on retrouve un peu plus l'esprit Peter Parker là, de Mark Webb. Mais moi j'aime bien, je pense que les gamins peut-être de nos jours s'identifieront plus facilement à Andrew Garfield qu'à Tobey Maguire peut-être. Oui, et puis maintenant c'est Tom Holland, on voit qu'ils ont modernisé peu à peu. Oui, c'est ça, voilà, tu regardes un peu comment fonctionne la société, comment elle tourne, et puis tu essaies d'adapter un peu ton héros. C'est pas que voilà, on a des héros démodés et que Tobey Maguire est à la ramasse et qu'on compare forcément pour dire que l'un est bon et l'autre mauvais, parce que moi, concrètement, je les aime un peu tous. Spider-Man, ils sont juste différents, quoi. Et c'est intéressant parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui critiquaient vraiment avec véhémence ce film ont dépassé les 25-30 ans, à peu près là, et que ceux qui aiment ont entre 15 et 25 ans. Voilà. Par exemple, toi tu aimes, je sais que l'ami Nightmare aime, Pablito, Joker Cinéma. On est la jeune relève. Voilà. Et puis à côté, les jeunes espoirs du YouTube cinématique. À côté, t'as Nico Ciné qu'on salue, qui n'aime pas ce film, mais voilà, mais il est pas loin de la vieille génération. Oh non, mais
On en a discuté en privé avec Nico, c'est vrai qu'ils se sentent plus proches de ce qu'on appellerait plus traditionnellement les vieux cons, même si c'est pas ça, mais que la jeune génération. Non, mais parfois, voilà. Mais non, mais c'est intéressant. il a un côté plus pleurnichard, je dirais. Mais ce qui n'est pas un défaut, je veux dire, moi je m'attache beaucoup au personnage. C'est un film qui veut être plus fun, mais qui fait aussi redite du premier Spider-Man de Sam Raimi en même temps, donc forcément, le jeu des comparaisons et tout. Peut-être que toi, on t'avait quand même découvert le Sam Raimi avant. Ah oui, oui. Voilà, parce que je pense que beaucoup de nos jeunes amis qu'on a cités là ont peut-être découvert The Amazing Spider-Man avant, je ne sais pas. Bah peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que Maguire, en gros, c'est le gars un peu timide. Moi, clairement, du coup, je me suis pas mal identifié à lui étant plus jeune, parce que j'ai découvert les Spider-Man de Sam Raimi, bien avant les Amazing, et j'étais content qu'il y ait le Amazing 1 qui sorte d'ailleurs. Et puis là, le Amazing, disons que c'est... Bon, à la fois, c'est particulier, oui, je comprends qu'on soit un peu en train de se dire que le personnage est ambivalent, c'est qu'à la fois, il montre une certaine aisance, enfin, je veux dire, par exemple, avec les filles, concrètement, il gère bien son affaire, à peu près, tu vois. Il arrive à bien gérer certaines choses dans la société, dans sa vie de tous les jours. Et à côté, oui, il va être super maladroit, ou il va pas réussir à parler, il va être en train de bégayer à moitié, ou en train de faire des bêtises. Il a un petit côté un peu, enfin, gentiment un peu anti-conformiste, mais enfin gentillet, attention, le gentil petit rebelle du quartier qui ne fait pas non plus de mal à une mouche, ou qui en... Enfin, ou alors qui fait un peu du mal, mais sans trop le vouloir. Bon, ce qui est un peu le cas de Maguire, donc quand on fait Destin croisé, si on comprend un peu la structure de chacun de leur premier opus en tant que Spider-Man, disons. Mais ouais, et puis bon, allez, on va aller dans la zone spoiler quand même, parce que là il y a des choses à dire sur le méchant notamment et d'autres personnages. Attention, spoiler. Bon, ce méchant, vous l'avez peut-être deviné quand même si vous avez... Voilà, hein, c'est ça, le fameux... C'est Thanos. Non, c'est le docteur Kurt Connors, qui donc... ou le CC, on va l'appeler CC. Non mais voilà, et qui petit à petit va devenir fou. C'est Clovis Cornillac. Ouais, mais alors, ce qui est intéressant ici, c'est que donc il veut mettre au point un truc à base d'ARN messager, donc c'est pas une blague, hein, c'est comme les Pfizer et tout. On aurait pu l'appeler Pfizerman d'ailleurs, le méchant. Si vous vous transformez en lézard ces prochains jours. Oui, en plus, ce qui est quand même drôle, c'est que ça parle d'effets indésirables, c'est trop tôt avant de lancer les tests. Donc, vous voyez, ce film aujourd'hui, ceux qui sont contre le vaccin et tout, ils vont pas l'être plus derrière, mais bon, c'est drôle quand même. Enfin, c'est drôle, entre guillemets. À un moment, d'ailleurs, il se dit, je suis confiné dans mon corps. C'est très drôle. Et il va devenir donc un super-héros, on va se marrer parce que ARN de lézard et tout, mais il faisait des tests sur des souris. Et voilà, à un moment, il va tout s'injecter. Alors, ça ne marche pas pour lui, alors que sur Peter, ça a marché. Parce que c'est l'araignée qui a piqué directement, visiblement. Oui, mais et que Peter Parker a trouvé. Voilà, processus différent. Puis en plus, Peter est intelligent, il a trouvé l'algorithme de régression pour empêcher. Et comme tu l'as dit, il l'a trouvé Parker. Parker, exactement. Il fait ça d'ailleurs. Voilà. Et donc, le méchant se transforme en Lézardman. Mais géant, il faut préciser parce que. Alors, s'il se transforme en lézard. Lézardman, non, le lézard. Le lézard géant. Et moi, c'est marrant parce qu'on le voit de loin sur un pont quand il apparaît pour la première fois. Bonne scène d'ailleurs. Hein, quand même. Et sur le coup, je dis, mais en fait, c'est transformé en rat. Pendant les 3/4 du film, je l'ai appelé Ratman. Moi, je disais non, c'est pas un rat. Je voulais pour les rats au cinéma. Oui. Voilà, moi je l'ai appelé Ratman, du coup, ça aurait été marrant quand même. Comme t'as pas dit, c'est un ratage. Oui, mais en plus c'est le docteur Rata qui est au milieu, on va en parler. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, à un moment, le personnage de Peter Parker dit on va m'appeler Blatman, ou je sais pas quoi, c'est drôle, Blatman. Oui, mais je te laisse t'enfoncer, vas-y. Non, je sais plus qui c'est qui lui dit ça. C'est Gwen. Oui, c'est Gwen, il dit hey, Blatman. Voilà. On l'embrasser, voilà. Ah oui, bon, bref. Et donc, Lézard ou Ratman, si vous voulez, ils vont s'affronter et tout. Et à un moment, oui, alors, en fait, il faut pas oublier un truc quand même, il devient méchant parce qu'il est poussé dans ses expériences par, alors, le sbire de Norman Osborn, qu'on ne voit pas dans le film, qui est donc un docteur, qui s'appelle le docteur Rata. C'est quand même incroyable. Hein. Ici, il touille la soupe. Fait ratatouille. Voilà, peut-être qu'il a la trouille, ratatouille. Parce qu'on le voit plus, voilà, il se passe un truc sur un pont, puis après, pouf, comme tu l'as dit. Il est dans les scènes coupées, voilà. C'est très intéressant. Oui, mais alors, il a été très coupé du film. Non, parce qu'en gros, quand il est dans son terrier, quand le lézard est dans les égouts, t'as le gars. Comme un rat, d'ailleurs. Le gars, il arrive et il dit vous étiez là, mince, Connors, Et après, il y a Spider-Man qui arrive, et après, il y a le docteur Rata, il donne un coup de taser, je crois, à Peter Parker, qui tombe par terre, alors qu'il est démasqué, mais il avait l'air de savoir que c'était Spider-Man. Bon, en gros, ils ont coupé parce que ça n'allait pas, quoi. Ah oui, du coup, le docteur Rata, il disparaît du film, c'est un gros problème, parce que moi, pendant tout le métrage... Ils auraient dû le tuer, presque, quitte à le virer des scènes suivantes, enfin, son personnage disparaît.
Non. Non, parce qu'on a voulu mettre l'accent sur les citoyens et Peter Parker. Alors, ça, vous voyez... Voilà, ça c'est bien. C'est bien, mais le problème, c'est que par rapport à la scène du métro dans Spider-Man 2... Ah oui, mais c'est pas pareil. Bon, là, on a une scène de grue. Voilà, du coup, Peter Parker, Spider-Man devient Gruman aussi. Oui, on s'est amusé, hein, Ratman, Pigeonman, enfin, il y a eu tous les... Vous imaginez, on va faire un monde parallèle avec tous les animaux. Oui, on est prêt. Mais non, mais voilà, donc, oui, mais du coup, puis ça, c'est sorti du chapeau, comme dirait la mise en table. C'est le chapeau, chapeau magique. C'est marrant parce que moi, quand je regarde le film, je ne m'amuse pas à penser. Mais non, mais voilà, le gars, alors. Spider-Man 2, non, mais pas ça. 3. Le gars, voilà, Peter Parker va sauver son fils du pont. Voilà. Et plus tard, oh, mais c'est celui qui a sauvé mon fils. Alors, puis il appelle tous les grutiers de New York. Ah oui, mais c'est sympa. Oui, mais ça n'a. Enfin, c'est une chance sur 1 milliard que ça arrive. Mais oui, mais on s'en fait. Oui, bah, une araignée, tu te transformes en machin, le lézard géant, oui. Enfin, et voilà, c'est dans l'écriture en mode, bon, allez, il faut un petit truc là. En même temps, ils avaient qu'à pas le faire blesser par un flic aussi avant. Mais oui, mais c'est pour montrer le héros dans la souffrance, la difficulté. Parce qu'il fallait, cahier des charges, il fallait montrer les citoyens soutiennent Spider-Man. Mais oui, mais voilà, c'est le héros du ça tourne quand même beaucoup autour de ça. L'enjeu, c'est pour ça que je pense que bon, moi j'accroche pas trop le personnage du lézard parce qu'en soi, le lézard est un simple prétexte pour voir Spider-Man en interaction avec les citoyens de New York en gros. C'est ça. D'ailleurs, c'est peut-être le problème du méchant. Hein. Le personnage du lézard qui nous permet plus ou moins quelques références à la saga Jurassic Park, Jurassic World. Hein. On dirait un raptor. À un moment, d'ailleurs, il y a une scène avec Gwen Stacy où c'est clairement une empruntée de Jurassic Park quand elle va chercher l'antidote dans la tour Oscorp là. Et tout. Clairement, il y a une ambiance. Hein, voilà. Et puis on le regarde dans les yeux, on dirait un raptor. Puis il n'y en a que du raptor aussi. Mais par contre, il est un peu fichu bizarrement, je trouve le lézard. Moi, j'aime pas sa tête, c'est trop humaine. Et je trouve qu'il est un peu trop grand, c'est-à-dire que le type colossal à côté de Spider-Man, moi, concernant le rapport de puissance, j'ai un peu de mal. Ouais, ça va vite quoi. Et il va trop vite aussi. Ouais. Donc, les scènes d'action. Voilà. Mais par contre, j'aime bien les scènes d'action, mais j'aime pas qu'on. Ouais. J'aime pas le lézard physiquement, mais sinon je trouve que les. Après voilà, il se propulse, il tire sa toile, l'autre passe par-dessus le mur, il tombe dans la flotte, ça j'aime bien. Les scènes d'action c'est intéressant parce que la première, contre des gangsters lambda dans la rue, c'est hyper cuté quand même. Ça fait partie. Ça commence à être une certaine mode de ces films où on commence à cuter trop fort les scènes d'action. Mais je sais que le 2, mais tu m'en as parlé vite fait à la fin, a eu une autre on va dire critique sur les ralentis. Voilà. Qu'on sent à la fin du 1 justement quand Spider-Man est... Ouais mais du coup c'est bizarre, il a eu cette idée à la fin, il s'est dit oh c'est intéressant, je vais l'utiliser à fond dans le... Bon, on verra bien quand je verrai. On pourra comparer. Voilà. Mais bon, non, les scènes d'action sont un peu cutées, mais après ça passe plutôt bien, mais... Après, le film n'a pas énormément de scènes d'action finalement. Non, mais c'est pas vraiment un film qui repose sur la bagarre. Non, ça repose sur le destin d'un jeune homme, d'un ado, qui en même temps doit gérer sa vie d'amoureux et qui ne parle pas de pouvoir, c'est ça aussi. Non, il a une grande responsabilité, mais c'est pas du pouvoir. C'est pas comme Oncle Ben qui dit à Peter Parker dans les BD ou dans les autres films, le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ton choix, ta responsabilité. C'est ça. Alors, ici, on a clairement un film qui humanise le super-héros à mort. Ce qui est à la fois bien, mais un peu maladroit sur le fait qu'on insiste beaucoup sur sa romance. Et du coup, il a des lance-toiles, parce que Tobey Maguire, il a pas de lance-toile, il tisse sa toile naturellement. Donc là, bon, avec un gadget, plutôt que ce soit un don, on va dire, de la nature, enfin en tout cas de la piqûre, ça le rend moins fort. Bon, c'est l'allégorie de l'adolescence aussi. Ouais, évidemment, mais du coup c'est pas mal, parce que moi j'aime bien le héros, Spider-Man, dans The Amazing Spider-Man 1, on en reparlera dans le 2, c'est un peu différent, mais il n'a pas un degré de puissance extraordinaire, hein. Il se fait maîtriser par des policiers, contre les gangsters du coin, c'est bon, ça se déroule facilement pour lui, tout se goupille plutôt bien. Puis il s'entraîne, il découvre. Il découvre ses pouvoirs, il découvre une nouvelle vie, il essaie de relancer sa vie aussi, avec ses parents, tout ça, ce qui est quand même un drame familial. Avant de refermer la zone spoiler, il y a un petit point qui est très différent de la trilogie de Sam Raimi, c'est qu'on voit au début du film, quand il est jeune, les parents de Peter Parker. Moi j'étais surpris parce que comment ça, les parents de Peter Parker et tout, qui vont disparaître, soi-disant mourir dans un accident d'avion. Mais très vite, tu sens que le soi-disant, on va voir, hein, c'est pas sûr. Et, non, mais c'est vrai. Et bon, après, il y a tout un truc avec les lunettes du père. Là, bon, c'est intéressant parce qu'il se reconnaît en quelqu'un qu'il n'a presque pas vu. Voilà. Et son nom qui essaye de le raccorder à son père, alors que c'est lui qui est devenu son vrai père, quelque part, de cœur. Oui, c'est ça. Donc c'est intéressant, mais... Après, très vite, dans le film, on oublie, puis on va raccorder ça dans la scène post-générique en disant, puisque notre cher Kurt Connors est en prison, il y a un homme mystérieux, on ne sait pas qui, sûrement le méchant du deuxième volet, je ne sais pas, j'ai pas vu. Ou alors peut-être Norman Osborn ou un truc comme ça.
parce qu'on le voit pas dans Osborn dans le film, eh bien, ce méchant mystérieux, il dit mais vous n'avez pas dit la vérité sur les parents de Peter. On en reparlera dans le 2. Ah, monsieur Ancre. Voilà, comme dirait... non, mais c'est ça. Dédicace à Capitaine Critique au passage. C'est un peu ça. Hein. Alors Voilà, donc, hop, cette page générique, et on verra bien dans le 2. Mais du coup, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter à la zone spoiler? Non, pas spécialement. Donc, on va refermer la zone spoiler et donner notre avis final avec une note quand même. On n'a rien dit sur les acteurs, à part Andrew Garfield et Emma Stone, les autres. Moi j'ai dit que j'étais content des acteurs. Ils se débrouillent bien. Denis Leary, j'ai vraiment bien aimé quand même. Voilà, ah. Le policier là. Voilà, il a le charisme pour faire ça. Et, puis, voilà. Et du coup, alors, ta conclusion est une note sur ce Amazing Spider-Man qui est sorti en 2012 et réalisé par Mark Webb. Presque 10 ans déjà. Oh, le temps passe si vite, les enfants. Mais je ne vais pas vous faire le vieux père Castor, je suis là donc pour conclure. Ça m'a vraiment bien plu ce film, mais ça fait... J'ai l'impression de le voir une fois par an, voire plus maintenant. C'est-à-dire que je le connais maintenant par cœur quasiment. J'anticipe les scènes, tout ça. Et même si oui, je le maintiens, évidemment, il y a des défauts liés donc à ces fameuses scènes coupées qui te font comprendre quand tu les regardes qu'il y a quand même un petit souci un peu partout concernant le méchant. Ouais. Moi, ce que j'apprécie, donc, c'est l'échelle humaine avec ce film. Hein. Je ne vais pas rabâcher 15 000 fois, donc c'est ça qui me plaît beaucoup avec ce film. Donc les personnages, je m'y attache. Belle situation, visuellement, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est super sympa. Ouais. Le design du costume de Spider-Man, super différent des autres. Pas forcément peut-être pas mon préféré, mais vraiment, en tout cas, je trouve recherché. Donc il y a du boulot, il y a du bon taf, je dirais. Donc moi, c'est 8 sur 10. Ouais, visuellement, ça va, ça passe. Belle musique aussi, composée par James Horner, l'une de ses dernières compositions avant qu'il ne décède. Et c'est pour ça que d'ailleurs il n'était pas dans le 2, mais en fait il aurait pu. Il aurait pu, mais c'est Zimmer qui prend la suite pour une superbe BO dans le 2. Non mais voilà, c'est clairement ça, c'est un film super-héros. Ça n'a plus autant que Venom, 5 sur 10, c'est nul. C'est un film à taille humaine de super-héros et c'est peut-être trop... axé sur... Alors c'est bien, mais voilà, pour moi il y a un manque d'équilibre. Là où t'as des films de super-héros, avec le super-héros, l'humain, le développement de personnages, la limite ça te développe trop certaines choses humaines des personnages, sauf le méchant, parce que bon, à part qu'il a un handicap... Mais à part avec les Spider-Man, on n'a quand même pas souvent laissé une place si importante à l'humain, tu vois. Ouais, mais là, oui, à fond. Non, mais même dans... Non, mais je veux dire, dans d'autres... Même dans les autres films, t'as le pingouin dans Batman le défi. Souvent, c'est quand les super-héros préférés, généralement, on travaille vraiment pas mal l'humain aussi. Superman. Mais bon, oui, voilà, mais bon là, voilà, bon, j'ai quand même été un peu enquiquiné par certaines choses. En fait, le film, tu peux l'amputer de 20-30 minutes de certaines choses. Hein. Oh, je suis amputé. C'est le cas de le dire, le pauvre. Mais bon, monsieur. Mais il est donc du coup, oui, il précise. Comme moi, il n'y a que 8% de la population. Oui, mais il paraît qu'il y a des gauchers contrariés aussi. Ah oui, malheureusement. Et du coup, ma note. Oh, pardon. Bon, allez, je vais pas être méchant parce que je suis pas passé un mauvais moment. Ah bah oui, on a bien rigolé. Mettre un 6 sur 10. En fait, c'est un peu comme le troisième Spider-Man. Et puis des fois, voilà. Bah, et donc, moi je le situe à des années-lumière au-dessus. Oui, je sais bien, mais voilà. Bah, tu vois, voilà, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Et, et là, on repart du même point. On verra si ça remonte ou si ça s'écroule. Parce qu'apparemment, le 2 est encore plus décrié, hein, le Amazing Spider-Man. Il y a davantage de fans qui trouvent ce film excellentissime. On verra bien. Et en tout cas, le Amazing Spider-Man 3, on peut toujours l'attendre. Malheureusement. On en reparlera, tu comprendras mieux le problème quand on parlera du 2. Oh D'accord, ça sent la fond verte qui n'a jamais été refermée. Voilà. Tout à fait. Et du coup, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Le traditionnel. Attention, il faut le faire comme ça. Ouais, attention. Comme ça. Spider-Man, c'est comme ça le geste. Voilà. Attention. À la prochaine. Ciao. Oh le lézard.